Et pour essayer d'aller un peu au-delà de l'émotion et de l'émotionnel, un philosophe est avec nous ce soir dans ce grand angle. Bonsoir Michel Herman. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine ». C'est aux éditions Plomb. Alors on va commencer avec cet hommage national au colonel Arnaud Beltrame, s'il vous le voulez bien. Il y a comme chaque attentat la colère, l'effroi, et puis après vient le temps du deuil, du recueillement, de la communion aussi. Je commence par cette actualité parce que dans votre ouvrage, vous citez une phrase de François Hollande lors d'une cérémonie, encore, aux Invalides. Encore, c'était au lendemain des attentats du 13 novembre qui avaient fait 130 morts, notamment au Bataclan et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Et François Hollande disait, le président de la République à l'époque, si la colère nous saisit, nous la mettrons au service de la calme détermination à défendre la liberté. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces quelques mots ? Cette phrase est une très très belle phrase, évidemment. C'est une phrase de communion, c'est une phrase de fraternité, et c'est une phrase de politique, puisqu'elle semble dessiner un idéal et un chemin. Mais en même temps, ce qui m'a retenu, c'est peut-être ce qu'elle cache. Non pas que François Hollande ait voulu dire autre chose que ce qu'il a dit, mais derrière la calme détermination, il y a sûrement des émotions. De l'art de dire on est en colère aussi, il prononce le mot. Alors il prononce le mot colère, il reconnaît que la colère existe, mais vous savez, dans une société démocratique, et a fortiori une démocratie d'opinion, la colère ne peut pas s'exprimer. La colère doit toujours, au fond, trouver des biais, et ces biais sont forcément des biais presque civilisés. Mais ce que je viens de vous dire, au fond, laisserait entendre qu'il y aurait là une intention cachée dans la phrase de François Hollande. Non, je pense que la calme détermination, c'est une manière, au fond, de se détacher d'une grande tristesse. C'est une manière de se détacher de ses propres émotions. C'est une manière de rationaliser quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est sûrement la fonction du président de la République en pareil moment que de dire cela, c'est-à-dire de dessiner un idéal. Mais cet idéal au fond, reconnaît implicitement, comme le fait bien François Hollande, que la colère est là, qu'elle existe. Et d'ailleurs, il y a aussi ce mot calme. Votre essai, lui, nous parle de la colère, de l'émotion la plus archaïque. On va y venir. On a souvent tendance à penser que le calme s'oppose à la colère. C'est pas forcément vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, rue Soufflot, sur le cortège, on a vu beaucoup d'étudiants. Il y en a qui étaient en colère, selon vous ? Écoutez, moi je crois qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce qui vient d'arriver, c'est qu'il y a effectivement cette horreur de la barbarie, du meurtre des innocents, et en même temps cet acte inouï, celui du colonel Arnaud Beltrame, qui est un acte d'héroïsme, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre société individualiste. Bien. Et la conjonction de ce même fait, avec ces deux événements, a créé quelque chose au fond qui renvoie les Français à une fierté et en même temps aussi à une grande tristesse. Et encore une fois, je crois que le calme, c'est une manière de ne pas se laisser aller à la tristesse. C'est sans doute aussi ce que voulait dire François Hollande il y a 2 ans. Michel Herman, dans votre essai, vous nous parlez donc de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine. Les mots sont d'abord importants. En philosophie, on va essayer de les définir. Quelle définition en donneriez-vous ? C'est donc une émotion la plus archaïque, je le disais, quand on vous lit, c'est ce que vous apprenez ? Oui, la colère, c'est une émotion. C'est-à-dire que c'est un affect qui nous saisit sans que nous nous en rendions compte. Nous sommes en quelque sorte à la fois emportés et embarqués. Et là, il y a les deux colères qui se dessinent. Quand nous sommes emportés, c'est que nous sommes pris par une colère furieuse que nous ne dominons pas. Quand nous sommes embarqués, c'est sans doute quelque chose de tout à fait différent. C'est que la colère est une énergie qui nous emmène quelque part. Et pour revenir au colonel Arnaud Beltrame, ce qui m'a saisi, ce qui m'a attiré finalement, à la fois dans son acte et dans ce que l'on peut dire de sa personnalité, c'est que c'est, comme l'a dit le président de la République, quelqu'un qui était animé par au fond quelque chose qui le dépassait, par un idéal, mais les idéaux ne viennent pas au cœur des hommes n'importe comment. Je pense que cet idéal qu'il avait dans l'exercice de son métier, qu'il avait peut-être d'ailleurs montré sur d'autres terrains d'opération, venait de ce que j'appellerais une ardeur. L'ardeur, c'est la bonne colère. D'ailleurs, les mots ne mentent pas. Vous savez comment est-ce que les anciens, les Grecs, appelaient l'ardeur l'orgué, et qu'ils opposaient au thumos. Bon. Le thumos, c'est la colère qui nous emporte. L'orgué, c'était la colère de fierté, la colère orgueilleuse, la colère qu'il fallait opposer finalement à ce qui pouvait nous détruire en tant qu'être humain. Et l'orgué a donné en français orgasme. L'orgasme, la colère. Alors, je me suis amusé sur Internet, dans des moteurs de recherche, à taper citation, philosophe et colère. Et on s'aperçoit que la colère a toujours tort. La colère ôte l'esprit et la raison. C'est vrai que vous le dites dans votre livre, elle a connu chez les philosophes, les moralistes, dans les religions, tout au long de l'histoire humaine.
des critiques. Elle a toujours été très critiquée, contrairement d'ailleurs à la plupart des autres émotions. Oui, la colère est une émotion qui est sans doute la plus archaïque. Il y a quelque chose de biologique dans la colère. Et en même temps, c'est l'émotion qui a toujours été la plus rejetée, à la fois par l'idéal de civilisation, par les religions, par les philosophes. Et ça, c'est extrêmement étonnant. C'est sans doute nécessaire, parce que la colère nous plonge dans les clairs-obscurs de la condition humaine et de l'existence humaine. La colère peut être, comme je le disais, quelque chose qui nous embarque. Hein, elle peut être quelque chose qui défend l'être humain. C'est la colère qui est nécessaire, d'ailleurs, pour se défendre contre la barbarie. La colère qui est nécessaire pour se défendre contre les injustices. La colère qui est nécessaire aux sportifs de haut niveau pour atteindre son but. Et puis il y a l'autre colère, la colère qui est haineuse, la colère qui nous emporte, qui est rageuse, qui nous emporte. Bon. Mais donc cette double postulation, en quelque sorte, de la colère a fait que c'était une émotion qui n'était pas une émotion bien présentable, si je puis m'exprimer ainsi. Contrairement d'ailleurs à la joie, au coup de foudre, à la tristesse, au dédain même, tout cela n'est pas jugé de la même manière. Non, et même la honte qui est pour moi véritablement l'envers de la colère. La honte est une colère au fond extrêmement socialisée et valorisée. Avoir honte, c'est en quelque sorte reconnaître la réalité du groupe, hein, reconnaître les valeurs du monde auquel on appartient, et on a honte parce qu'on ne les aurait pas respectées. Voilà. Donc la honte est tout à fait le contraire de la colère. La colère, la bonne colère, c'est au fond l'exaltation de soi. Hein, D'ailleurs, on l'aime bien, la colère, on l'aime bien, mais à la télévision, dans les films, dans les séries, au théâtre, dans la comédie, au fond. Alors, la colère a toujours été un ingrédient, si je puis dire, de toutes les comédies. De Molière aux films, aux comédies, aux grandes comédies du cinéma américain des années 40, aux comédies d'aujourd'hui. Ça fait partie finalement de l'histoire qui va amener une comédie et qui va faire jouir d'une comédie. Il y a quelque chose de jouissif parfois dans la colère. Il faut que cette jouissance reste une jouissance effectivement partageable et que ce ne soit pas une jouissance qui nous soit pas une espèce de rire gras qui nous dégrade, bien évidemment. Partageable, ça veut dire de s'identifier à l'un ou l'autre des héros, des héroïnes, pardon. Oui, qui permet de s'identifier, qui permet d'avoir de la sympathie, de la compassion ou de la légère moquerie par rapport aux héros. L'ironie est parfois une jolie manière de se mettre en colère, une manière de s'imposer, une manière de respecter au fond la beauté du spectacle. Ouais. Et puis, il y a un humour dévastateur, un humour moqueur, qui là, au contraire, à mon avis, est quelque chose qui dégrade. Alors, aux antipodes de la phrase de François Hollande tout à l'heure, il y a bien d'autres phrases dans ce qu'on appelle le populisme. Il y a un chapitre dans votre livre qui est intitulé « Une colère chaude, : le populisme ». Donnez-nous un exemple, quelques exemples justement de cette colère exprimée volontairement par certains hommes politiques et femmes politiques. Oui, alors le populisme, c'est un vaste débat que de définir le populisme, parce qu'entre le populisme, je veux dire à la Suisse par exemple, et puis l'attitude de Donald Trump, il y a effectivement de grandes différences. Mais le populisme repose sur une définition immédiate, c'est qu'on oppose le peuple, le bon peuple, aux autres, à ceux qui ne feraient pas partie du peuple. Le mot peuple dans populisme, ça ne renvoie pas à populus, c'est-à-dire l'ensemble du corps politique d'une nation, mais à plebs, c'est-à-dire aux clientèles, à ceux qui appartiennent au peuple et qui s'opposent aux autres. Et à partir de là, le chef, le leader populiste, il utilise la colère, au fond, pour exister. La colère est nécessaire pour exister parce que, à la manière d'ailleurs de Donald Trump, qui a réussi à surfer sur la colère de ce qu'on appelle un peu d'ailleurs de façon méprisante, les petits blancs. Les déclassés de la crise. Les déclassés de la crise, les oubliés de la mondialisation. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'insulte, le quolibet, la vulgarité? Alors ça s'exprime par l'insulte, le quolibet, le juron, effectivement. Et d'une autre façon, c'est une manière aussi de créer une émotion partagée. Le chef colérique, il essaye de partager quelque chose et de dire aux gens, eh bien, vous avez raison d'être en colère. Ce n'est pas vos attentes politiques qui m'intéressent, c'est vos réactions immédiates et émotives qu'est en particulier la colère. Et ça rappelle, vous savez, une grande théorie finalement de la théorie politique, c'est que pour faire de la politique, c'est Machiavel dans Le Prince, eh bien, il faut
toucher les affects les plus bas, les plus immédiats des gens. Jean-Luc Mélenchon, quand il dit par exemple qu'ils dégagent tous en pleine campagne électorale, le dégagisme... Alors le dégagisme, c'est évidemment une forme de colère, effectivement. Ouais. C'est une manière de dire à certains, vous n'avez rien à faire ici. Ouais. Et d'une certaine manière, Donald Trump aussi. Il n'a pas employé le mot dégagisme. Enfin, aux démocrates, aux gens de Washington, à ce qu'il a... Quand un mouvement de la société civile dit par exemple il y en a marre au Sénégal ou dans d'autres pays, là aussi... il y en a marre, c'est effectivement une forme de colère. Mais alors le problème, c'est sur quoi elle repose, effectivement. Pour le politique, la colère est une manière, et le populisme est une manière de conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas une manière d'exercer le pouvoir. D'où les difficultés qu'éprouve aujourd'hui Donald Trump, bien évidemment. Mais lorsque, aux Comores, enfin à Mayotte plus exactement, ou dans certains pays d'Afrique, on dit il y en a marre, là, c'est une réaction de colère immédiate, de défense de soi. C'est un petit peu différent. Vous voyez, la colère est multiforme en quelque sorte. Hein. Selon la situation dans laquelle elle naît, selon ce qui la fait naître, elle est multiforme. Soit elle est une manière de se défendre parce qu'on a été agressé, parce qu'on est méprisé, soit elle est une manière de lutter contre ce qu'on imagine être un obstacle. Et au fond, non pas d'affronter l'obstacle, mais d'essayer de le contourner. Pourquoi c'est plus dur quand vous dites quand on arrive au pouvoir, c'est plus compliqué? Parce que là, Donald Trump, il fait partie du coup de l'élite et il est plus en bas. Alors non, je ne crois pas que ce soit uniquement pour ça. Je crois que son programme très démagogique, il a du mal à l'appliquer. Par exemple, a-t-il réussi à modifier l'Obamacare? Pas du tout. La réforme de la santé. La réforme de la santé, pas du tout. A-t-il dressé ce mur entre les États-Unis et le Mexique? Pas du tout. Bon. Donc il est obligé de continuer à exercer, à proférer une parole colérique pour laisser entendre qu'au fond, il est en connexion avec ce qu'il a annoncé. Il a de l'idée en la matière à ce sujet. Alors il y a des salles de défoulement qui voient le jour, notamment à Paris. Alors vous n'y allez pas visiblement, vous ne les fréquentez pas, mais vous abordez donc ici la colère avec plutôt calme, avec sérénité. Revenons quand même à ce sous-titre dont on n'a pas parlé, réflexion sur une émotion contemporaine. Pourquoi? Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que d'un côté, vous nous dites, et vous le dites dans le livre quand on l'a lu, que personne quasiment ne se souvient de sa première colère, on se souvient de son premier amour, de son premier coup de foudre, si tant est que ça existe. En revanche, on ne se souvient pas de sa première grosse colère. Pourquoi donc du coup elle revient sans qu'on le sache sur le devant de la scène comme ça dans nos sociétés contemporaines? Oui, parce que je crois que les sociétés individualistes, les sociétés occidentales individualistes sont des sociétés qui, pour créer du lien social, jouent beaucoup sur les émotions. Les émotions sont très présentes dans notre vie quotidienne, on en parle, elles ne sont pas, voilà, l'émotion fait le lien social. Bon. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société, en tous les cas en France, en Europe, dans une société qui est touchée par la mondialisation. Je veux dire, économiquement, il y a beaucoup de laissés-pour-compte de la mondialisation. Toutes les politiques économiques, finalement, de la zone euro sont des politiques qui sont dictées. Et donc, pour exister, il faut justement manifester une sorte de... Et au fond, les gens sont dans une situation qui sont souvent des situations de critique, de demande. Et pour exister, il faut pouvoir dire ce que l'on pense. Et aujourd'hui, on ne peut le dire qu'avec colère. Merci beaucoup, Michel Herman. Au bout de la colère, réflexion sur une émotion contemporaine, édition Plomb. Merci pour ce moment philosophique.